Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue ici même en direct en public à l'occasion de ce deuxième édition, pardon, pas de ce, de cette deuxième édition de ProWest. Quand le développement durable soutient le développement du commerce, on en parle ici même à la tribune avec mes invités. Denis Laplace, bonjour. Rapprochez-vous du micro, vous êtes le responsable des partenariats institutionnels au sein d'EDF Entreprises. Alors, vous êtes la boîte qui vend des électrons, mais qui dit quand même à ses clients de les économiser. Absolument, de faire attention quand ils consomment ce courant, tout à fait. Voilà, le développement durable, ça n'est pas qu'un discours, ça n'est pas que du greenwashing, comme disent nos cousins anglo-saxons. C'est une lame de fond dont vous allez nous reparler dans quelques instants. Merci d'être avec nous. David Van Acker, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le gérant d'Alter Bâti Comtois. J'imagine que vous allez nous parler d'efficacité énergétique. Je suis négociant de matériaux de construction et de rénovation, qui sont dits d'origine verte pour l'habitat tel que l'isolant. Donc voilà, en outre. Très bien, merci pour votre retour d'expérience dans quelques instants. Troisième intervenant, Monsieur Barthes, David Barthes, bonjour. Allez, je fais l'imbécile puisque vous le savez. David Barthes, c'est le co-créateur avec votre chambre de commerce de ce ProWest et c'est un infatigable promoteur sur son blog de toutes les tendances des innovations en matière de développement durable. Ravi de vous accueillir à nouveau, David. Commerce connecté et notamment de développement durable. Voilà. Je vais en reparler maintenant. Ouais. Alors justement, merci pour votre présence. Oui. On a parlé évidemment d'efficacité énergétique, de bâtiments, le développement durable. Je commencerai avec vous. C'est beaucoup plus large que ça. Quelle est votre définition, David Barthes, du développement durable ? Je dirais que le développement durable, au même titre que le digital, c'est un élément de transformation aujourd'hui du monde du commerce. Et on a eu tendance ces dernières années à considérer que le développement durable, c'était le commerce équitable. C'est-à-dire que ça a été l'entrée la plus simple, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants, de dire le développement durable, c'est le commerce équitable. Il n'y a pas que ça, il y a les circuits courts. On voit que c'est une tendance qui se développe, pour plein de raisons. Je dirais que les craintes alimentaires, alors je ne vais pas revenir sur l'histoire des lasagnes au cheval, enfin je rappellerai que personne n'est mort en mangeant des lasagnes au cheval. C'est très bon cheval en demeurant. Donc ça c'est un élément qui amène les consommateurs à vouloir mieux comprendre, mieux connaître un petit peu l'origine des produits. Mais il n'y a pas que ça, il peut y avoir, moi j'ai rencontré sur une conférence la propriétaire d'un salon de coiffure à Chambéry qui a fait le choix de se fournir en produits éco-conçus. Et qui donc du coup, aujourd'hui dans son approche marketing, dans l'offre produit qu'elle propose à ses clients, a fait le choix de ces produits éco-conçus. C'est aussi la consommation collaborative. C'est comme le présente le Fab Lab Comtois toute la journée sur la boutique du futur, l'impression 3D. Donc aujourd'hui le développement durable dans le commerce, c'est à la fois je veux savoir d'où viennent les produits, je veux consommer de manière un peu différente. Ça s'inscrit dans des stratégies de déconsommation, pas de décroissance. Je consomme moins mais mieux. Donc je vais peut-être... C'est les 3 M, moins mais mieux. Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, les consommateurs font attention à ça. Et je pense que les commerçants doivent s'impliquer dans ces démarches-là en sachant, et j'en terminerai par là pour l'instant, que la consommation collaborative qui est souvent vécue comme une concurrence du commerce n'en est pas. Puisque moi il ne faut pas oublier que dans les fermes, on a toujours tué des animaux et on invitait, je dirais, les voisins à venir partager, à venir tuer le cochon, etc. La vraie différence, et comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec le digital, c'est qu'aujourd'hui le porter à connaissance, au lieu d'informer mes 3 voisins, je vais mettre sur Facebook une annonce pour dire je lance une action de consommation collaborative où je crée un nouveau concept de point de vente. Donc on le voit, ça se structure. Alors ça va être la séquence théorie si je puis dire. On parle souvent de piliers du développement durable. Quels sont ces piliers ? Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'écologie. De l'économie, allons-y, décrivez-moi un peu ces piliers. Il y a l'écologie, l'économie, il y a aussi le pilier, la responsabilité sociétale de l'entreprise, dans laquelle on va mettre par exemple l'engagement sociétal de l'entreprise. Alors ça peut être sur l'insertion, ça peut être sur la politique salariale, ça peut être sur un certain nombre de choses de ce type-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus large. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas seulement, je dirais, le développement durable au sens commerce équitable.
Hein, c'est vraiment l'entreprise, et EDF, enfin je pense que votre entreprise en est un bon exemple, sont des entreprises qui s'engagent dans l'évolution de la société. Très bien, merci pour ce focus. Alors, sur ces piliers-là, j'aimerais avoir un petit peu votre retour d'expérience. Vous fournissez des solutions en matière de développement durable, mais est-ce que ça vous parle à vous dans votre gestion d'entreprise? Denis Valaquer. Merci. Donc en fait, grossièrement non. C'est-à-dire que je n'ai pas un client qui, quand il vient me voir au magasin, me parle de développement durable. Voilà, moi je parle d'actions concrètes. Le développement durable, c'est un axe. On y pense, c'est l'axe de mon entreprise, c'est mon axe, enfin c'est ma philosophie, voilà. C'est-à-dire que quand j'ai un porteur de projet qui rentre dans le magasin, voilà, c'est quelqu'un qui a un projet, une conviction, c'est une famille où il est seul. Et donc, je l'écoute, on s'installe. Au bout d'un moment, je peux lui parler de différents matériaux. Et moi, j'ai une philosophie, c'est d'apporter le bon matériau au bon endroit. Voilà, qu'il s'agisse d'isolant, d'étanchéité. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce qu'après, c'est un peu compliqué. Voilà. Déjà, donc du respect à la fois du client, à la fois évidemment des solutions opérationnelles, pour que là aussi, il y a un aspect qu'on donne souvent en matière de développement du commerce et qui est lié au développement durable, c'est la réduction des coûts. Donc réduire sa facture énergétique, éviter des dépenses inutiles, c'est déjà un des éléments. Un mot sur les notions de réduction des coûts, ça peut paraître paradoxal, après des décennies où on était dans le toujours plus, d'avoir au contraire maintenant peut-être consommer mieux. Est-ce que c'est aussi une attente du client? Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on a vraiment le choix sur la planète dans laquelle on vit? Comment on vit cette migration dans le groupe EDF? On la vit plutôt bien, puisque de toute façon on s'est adapté. C'est une contrainte qui a été imposée par l'État de réduire le montant de sa facture d'énergie, donc de faire en sorte que tout un chacun, que ce soit en tant que particulier, en tant qu'entreprise, d'essayer de consommer, on va dire, avec parcimonie, juste ce qu'il faut quand il faut et où il faut. Donc ça fait partie maintenant d'une démarche que l'on essaie de démultiplier auprès de la totalité de nos clients. Je dirais que c'est pas forcément facile parce que appuyer sur un bouton électrique, c'est quand même plus facile que de réfléchir à comment je dois et où je dois consommer cette énergie. Donc voilà, je dirais que il faut peut-être rééduquer les consommateurs à faire attention à ce qu'ils peuvent consommer au mieux. Très concrètement, dans le groupe EDF, quels outils vous mettez à disposition de vos clients pour mieux maîtriser leur facture déjà, hein, tout simplement, commençons par le plus important, devrais-je dire. Je dirais que la méthodologie est relativement simple, hein, c'est de faire un point avec eux, c'est qu'est-ce que vous consommez, où est-ce que vous consommez. Donc si je prends par exemple un magasin, globalement, quand on regarde les consommations d'un magasin, ça va être quoi? Ça va être l'éclairage, ça va être le chauffage, ça va être l'été la climatisation, etc. On regarde un petit peu ce que chacun consomme et où consomme, et on va lui faire des préconisations en lui disant, là vous utilisez par exemple un éclairage qui est peut-être un peu trop surdimensionné, ou est-ce que ça vaut le coup d'éclairer votre vitrine 24 heures sur 24? Et pourquoi l'hiver, vous laissez la porte de votre magasin ouvert alors qu'il fait moins 10 et que vous chauffez un maximum à l'intérieur? Il y a peut-être quelques solutions pour justement garder cette porte de magasin ouverte, puisqu'en termes commercial et en termes marketing, apparemment ça facilite l'accès du consommateur. Mais bon, il y a des solutions qui vont vous permettre d'éviter ces fuites de chaleur vers l'extérieur et de chauffer, donc on va dire, la rue quand il fait moins 10 à l'extérieur, moins 10, moins 15 ou même 0 degré, peu importe. Très bien. Même question, quelles sont les solutions très opérationnelles dont peuvent se doter les commerçants pour optimiser leur réduction des coûts? Utiliser leurs coûts d'ailleurs, ça sera encore même mieux. Oui. Vous me demandez sur ma propre structure? Oui. D'accord. Donc la première chose, c'est de regarder d'où vient l'origine de son énergie. Par exemple, moi j'ai fait la démarche de prendre de l'énergie verte dans la consommation de ma structure. Voilà. Et donc ça nous regarde tous, hein. C'est un des principaux piliers, c'est le consommateur ou le acteur, voilà, qu'on dit souvent, justement, c'est un bon jeu de mots, pour responsabiliser les
les citoyens, mais aussi les commerçants qui se doivent de montrer l'exemple. Moi, c'est mon domaine, donc c'est mon devoir et c'est mon éthique de montrer l'exemple. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple tout à fait éloquent. D'autres exemples très opérationnels, David Barthes? Non, mais comme je l'évoquais, là, ça peut être dans l'origine des produits, ça peut être dans le positionnement. C'est dans l'aménagement aussi du point de vente, dans le choix des matériaux, vous l'évoquez, c'est-à-dire de dire je vais mettre des peintures éco-conçues, je vais choisir du mobilier éco-conçu. Après, ce qui est important aussi, c'est de le faire savoir, parce que ce sont quand même sont des investissements souvent lourds, parce que ce sont des choix que fait le commerçant qui sont coûteux. Lorsque je suis coiffeur et que je choisis de me fournir auprès de fournisseurs qui produisent des produits éco-conçus, ça va me coûter plus cher que d'aller acheter des produits, des shampoings par exemple, qui viennent de l'industrie traditionnelle. Donc il y a des vrais choix de rupture à faire, mais qui sont gagnants à moyen terme. Parce que comme vous le disiez, effectivement, le consommateur, il est de plus en plus acteur de sa consommation. Je veux savoir d'où viennent les produits, je veux savoir quelle est l'histoire de monsieur qui est commerçant, enfin voilà, quelle est un peu sa stratégie, quelle est sa philosophie, ses valeurs, quel est son système de valeurs en termes de commerce, parce qu'on le voit bien, on sort de et c'est une des problématiques notamment du format de l'hypermarché aujourd'hui, qui clairement essaye de se repositionner parce que les gens veulent des vraies histoires de commerçants, ils veulent des parcours de vie, ils veulent que le commerçant soit capable de parler du produit et de défendre un certain nombre de valeurs sur ce produit-là. Et donc je crois qu'il y a certes des investissements qui sont rentables à moyen terme. Alors c'est pas le cœur du sujet, mais clairement les médias sociaux, la communication digitale sont des éléments importants de faire savoir, de porter à connaissance, de valorisation de cette stratégie, puisque aussi le consommateur il cherche de la proximité. Quand je cherche une vraie histoire de commerçant, je cherche aussi de la proximité. Je cherche le commerçant qui est à côté de chez moi. Je suis prêt à aller à côté parce qu'il y a aussi, alors on le voit aux États-Unis, c'est un phénomène qui s'appelle les cash mobs, où les consommateurs se regroupent pour, par exemple, soutenir le libraire qui va pas très bien. Eh bien, les consommateurs vont le voir, ils disent écoute, on sait que tu vas pas très bien, on vient dans 15 jours, tu nous fais une belle animation et nous dépenserons $20 chacun. Voilà, donc il y a vraiment cette démarche, et je vous rejoins complètement sur le terme de consommateur aujourd'hui, du côté des nouveaux consommateurs. Donc effectivement, un monde qui change, un monde où le mot collaboratif prend tout son sens, un monde où les technologies aussi prennent de plus en plus de place et peuvent aider les commerçants, pas seulement en termes de réduction des coûts, mais aussi en termes de développement finalement d'affaires. Alors témoignage, allons-y, c'est parti David, et puis ensuite... Je rebondis très vite dessus, sur le développement collaboratif. Voilà, juste pour dire qu'à mon lancement de mon magasin, justement, pour les porteurs de projets, s'il y en a qui sont là, j'ai fait un projet de financement participatif pour une partie du magasin. Le fameux crowdfunding, voilà, c'est ça. Anglais. D'ailleurs, j'ai vu, en me baladant sur l'expo, qu'il y a Bubble in Town, qui est un des acteurs du financement participatif aujourd'hui, qui est avec nous. Alors justement, retour d'expérience sur le crowdfunding. Voilà, donc très brièvement, c'est très enrichissant, voilà, et ça permet à une nouvelle structure de créer une communauté et donc de s'investir. Par exemple, moi c'était sur 3 points, donc ça s'est su assez vite. Développement d'un espace dédié aux enfants, donc j'ai une grande partie de mon magasin, j'ai 30% de la surface qui est dédiée aux enfants, avec des jouets en bois fabriqués dans le Jura. Et pour quelqu'un qui est seul comme moi dans une entreprise, c'est intelligent, ça rejoint l'utile à l'agréable, parce que les enfants de mes porteurs de projets, en fait, pour dire communément, ils s'éclatent, il n'y a pas d'autre mot, ils font des superbes structures, je les prends en photo, je les mets dans les réseaux sociaux, pour durant maximum 1h30, enfin le temps de deviser avec les porteurs de projets, donc j'ai toute leur attention, voilà. Eh oui, vous faites un double impact. Non, mais je pense que c'est encore là un très très bel exemple. Vous vous occupez, là typiquement, voilà, prise en compte des besoins clients. Dans le même temps, les enfants, comme vous dites, c'est là, vous récupérez ces réseaux sociaux deviennent des leviers de communication. Enfin, c'est extrêmement vertueux. Je pense que c'est un parfait exemple. Dans ce que vous faites, moi, c'est ce que j'appelle la gamification du retail, c'est-à-dire le point de vente qui devient aussi espace de jeu. C'est-à-dire que j'aménage mon point de vente de manière différente. Mes consommateurs ne viennent pas seulement pour acheter un produit, ils veulent vendre une expérience de consommation un peu différente, où je veux trouver des services qui vont me permettre de me concentrer sur... c'est ce que fait typiquement Apple avec
à la fois lorsque vous êtes avec un conseiller Apple avec votre ordinateur, il y a des tables à hauteur d'enfants de 3 à 5 ans avec des iPads et des jeux pour ces enfants-là. Ce qui fait que vos enfants sont en train de jouer sur les iPads et vous pouvez vous concentrer sur la problématique que vous avez à gérer. Mais c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui sont vraiment dans ces démarches de vivre une expérience de consommation complètement différente. Denis Laplace, vous aussi, vous évoquiez le développement durable comme levier de développement des affaires. Alors, avez-vous appuyé il faut jamais appuyer sur le petit bouton, sinon ça ne marche plus. D'accord. Oui, je reprendrai un peu les propos de David en montrant qu'effectivement, les économies d'énergie ou le développement durable peut être générateur d'activité. Je prendrai simplement 2 exemples. Depuis quelques années, nous encourageons ça au niveau du groupe EDF. Tout ce qui peut être développement de technologies modernes, peu consommatrices. Je prendrai l'éclairage LED. Là, j'ai un bel exemple sous les yeux avec ce spot. Ça peut être aussi, moi j'assiste depuis maintenant 4-5 ans à la création de petites sociétés, de petites entreprises qui vont commercialiser ces systèmes LED. Alors déjà, ils vont les développer parce qu'il faut aussi trouver les bonnes applications, que ce soit dans l'industrie, dans le tertiaire, dans les bureaux, chez les particuliers. Donc ça va être créateur d'entreprises qui vont vendre ce type de produits, donc produits faiblement consommateurs. Et le deuxième exemple que j'ai en tête aussi concerne beaucoup les artisans. C'est un monsieur qui s'est retrouvé au chômage, il travaillait dans le système d'échangeur de chaleur et un jour il a eu l'idée de récupérer des calories sur les groupes frigorifiques que peuvent posséder par exemple les bouchers, les traiteurs, les poissonniers en se disant finalement cette chaleur plutôt que de la perdre, je vais la récupérer et ça va permettre par exemple à ce traiteur d'avoir 100, 200, 300 litres d'eau chaude gratuite pour justement pour son propre magasin. Et ça crée aussi de l'activité, ça crée du business et on est sur vraiment des technologies faiblement consommatrices. Donc voilà, c'est toute une filière ou un ensemble de filières qui se met en place. Ça crée du business, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur sur des produits innovants, sur des produits que l'on ne trouvait pas encore il y a quelques années dans le commerce. Ouais, donc je pense qu'il faut l'encourager, il faut le développer, il faut le faire connaître et puis il faut que chacun puisse s'approprier ces nouveaux produits. Très bien. Alors, est-ce d'autres exemples, d'autres retours d'expérience, David, par rapport à ce que vous avez mis, vous, en place dans votre point de vente? Et autour, d'ailleurs, sur le web et sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, moi, j'ai 2 très grandes innovations. J'en ai fait beaucoup. La plus importante, celle qui a le plus de succès, c'est les mercredis du bricolage. Donc, en fait, grâce à un partenaire de construction en maison ossature bois. Donc ce partenaire m'a déposé 2 pans de mur ossature bois, donc d'environ 12 mètres carrés chacun. Et je donne l'opportunité à tout à chacun de venir essayer gratuitement, je dis bien gratuitement, de venir essayer beaucoup de matériaux, les isolants en conditions réelles, donc avec des structures bois. Donc j'ai un établi par exemple, concrètement, il manipule l'isolant, il le découpe, il le met en place. De l'autre côté, ils peuvent peindre, essayer les enduits, des parquets au sol, voilà, et donc ça c'est un axe très fort parce que ça n'a jamais été fait, parce que c'est une réelle mise en confiance, il y a beaucoup de questions qui se déclenchent et professionnellement c'est gratifiant. C'est gratifiant, voilà. Puis on parle de développement durable, vous cassez finalement la relation traditionnelle, commerçant, client, on est vraiment dans du collaboratif, on va discuter, il y a de la proximité, il y a évidemment du bouche à oreille qui s'opère, mais puissance 10 parce que orchestré, pour vous c'est un des fondamentaux du développement durable, on est loin des considérations intellectuelles, on est vraiment dans du très très opérationnel. Oui, c'est ça, c'est du concret. Les gens, qu'ils aient un projet ou pas, ils viennent, ils touchent. Les artisans, ils viennent avec leurs équipes de pose, leur matériel. C'est comme ça, l'artisan, c'est le moteur, c'est lui qui installe les matériaux. Quand on lui parle d'un nouveau matériau, il a peur du chantier, il a peur des réactions. Quand il vient avec ses équipes de pose, quand il vient avec son matériel, moi j'ai du monophasé, du triphasé, il fait ses essais. Après, moi, je suis capable de lui donner plusieurs panneaux, voire un paquet de matériaux, parce que c'est un geste commercial. Il rentre chez lui, ça continue, et ça débouche sur de réelles opportunités. Donc ça, c'est un très bel exemple. Vous nous avez parlé d'une deuxième innovation. Je brûle d'envie. Vous avez l'air d'un jeune et dynamique créateur d'entreprise, et on adore avoir des commerçants dynamiques. Alors, la seconde, ça se passe sur la toile, sur Internet. J'ai créé un système de commande mutualisée. Donc en fait, tous les lundis, je mets à jour
selon les gammes de produits, les fabricants, ça tourne, les rentrées, les... Voilà, Ouais. En fait c'est un système où je fais des prix très bas. Les gens qui sont prévenants, j'ai un blog professionnel. En fait, j'ai un site vitrine, un blog et une boutique en ligne. Sur mon blog, j'ai une catégorie qui s'appelle Agenda, où je mets à 2 mois à l'avance les prix, les dates de tous les produits qui arrivent. Donc, en fait, j'ai 3 méthodes de fonctionner. J'ai une méthode quand les gens ils arrivent au magasin, une méthode sur devis, bien sûr, tous les gens le savent, et une méthode sur par commande mutualisée. Après, c'est assez vaste, voilà. Alors, question, parce que je lis sur votre carte, vous êtes à Tavaux. Alors, pour ceux qui suivent nos émissions en direct sur le web, et puis peut-être pour certains qui connaissent pas bien le territoire, vous êtes situé où par rapport à Belfort? Vous n'êtes pas au cœur de la plus grande métropole régionale. Tavaux, c'est pas... voilà. Alors, comment on fait quand on est loin de ses clients? C'est une question simple mais importante, je pense. Et bien sûr, parce que j'ai une clientèle régionale et nationale. Donc en fait, je suis à Tavaux, à côté de Dole. Hein, Voilà. donc, C'est une bourgade importante, mais c'est pas non plus des centaines de milliers d'acheteurs à moins de 10 minutes de voiture. non, quoi, hein. puis j'ai coutume de dire que le Jura, c'est en termes de population, c'est le Grand Besançon. Hein, voilà, donc quand on remet à l'échelle. Donc il y a un axe fort de clientèle locale. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une dizaine d'années d'expérience dans mon métier, hein, précisément donc dans le commerce de matériaux de construction et de rénovation dits naturels et sains. Et donc, grâce à ça, je me suis construit un réseau. Et là, mon entreprise vient d'avoir 1 an d'activité. Et donc, j'ai pu réactiver ces réseaux et bénéficier de beaucoup d'autres réseaux grâce à un parcours pour entreprendre, par exemple, que j'ai fait avec la CCI, voilà, et puis la boutique de gestion d'entreprise. Alors disons-le, parce que la CCI est là et aux côtés des commerçants, et notamment la CCI du Jura qui nous aide à orchestrer, on peut les saluer parce que je sais qu'ils sont très très actifs sur l'organisation de ce Pro-Est, mais j'en reviens vraiment au cœur hein, de votre analyse. On dit souvent qu'un commerce, un bon commerçant, c'est pas seulement un commerçant qui qui cherche des clients pour ses produits, mais c'est plutôt quelqu'un qui amène des produits à ses clients. Donc vous, c'est ça, c'est-à-dire vous avez en gros des clients sur le web avec des offres dédiées, des clients professionnels, si j'ai bien... Vos réseaux, c'est ça. Il s'agit de pros, si j'ai bien compris, de pros à qui vous allez faire une offre spécifique, des clients de proximité. Enfin, c'est vraiment ça, une analyse de la clientèle avec une approche durable. Oui, bien sûr. Donc voilà, je rebondis sur l'approche durable, parce que c'est important de le dire. Aujourd'hui, je reparle des isolants parce que c'est les produits que tout le monde connaît. C'est un grand axe au niveau de l'État sur cette communication. En fait, on est capable aujourd'hui de dire le bilan carbone de ces matériaux, les énergies grises. Et en fait, on a même un isolant en grammitherme, un isolant à base d'herbe qui a un bilan carbone neutre, qui ne pollue pas. Et tous ces isolants ont des énergies grises à très faible impact. Et ça, au niveau du développement durable, c'est extrêmement important d'économiser l'énergie, c'est-à-dire de ne pas la produire à la base. Mais voilà. Je veux même presque... Donc là, on sent le chef d'entreprise inspiré. C'est-à-dire vous avez des valeurs au-delà même de votre business et c'est tout à votre honneur. Mais je dirais, est-ce que c'est pas aussi en plus un formidable levier marketing? Lors de l'émission précédente, on avait notre charismatique bijoutier qui disait mais moi, je dois raconter des histoires, je dois expliquer mon produit aux clients et c'est ça qui va les amener vers l'achat, mais dans le bon sens du terme. Est-ce que le développement durable, c'est pas un formidable territoire de storytelling, pour reprendre les propos qui étaient évoqués précédemment? C'est aussi ça pour vous? C'est un levier marketing? Tout à fait, et j'en suis un bel exemple parce que moi-même j'ai construit ma maison en paille en aide à l'autoconstruction. Donc en paille? Voilà, en paille. Vous voyez, comme quoi... Non, on a tout ça en mémoire, l'histoire des petits cochons, la maison en paille. Et c'est le drame de la France, qu'elle est inifugée, elle brûle pas. Et dans un pays, le Jura, il c'est pas particulièrement ensoleillé toute l'année. Et on a chaud, et on est bien, on est heureux dans une maison en paille. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça c'est un bel exemple. Voilà, alors je vous ai coupé du coup. Non, mais voilà, donc en termes humains, j'ai l'habitude de dire, vous voyez, j'ai construit ma maison en paille et je ne vends pas de paille. Voilà, c'est pour dire que à chacun de s'approprier son projet et d'en parler, de le concevoir. Moi, quand j'ai construit ma maison en paille, j'ai eu la chance de me donner 1 an et de le faire, d'accueillir des gens pour construire. C'est pas donné tout à chacun. Voilà, et donc après, j'ai fait un beau métier, je vends des isolants. Donc, ce que je veux dire, c'est que je reviens à l'une des premières choses que j'ai dit, écouter les porteurs de projets. Et quand j'ai les conseiller par rapport à leurs matériaux, moi, je me fais le devoir aussi de conseiller par rapport à ce que j'entends de leurs attentes et de leur mode de vie
à essayer de les aider dans leur démarche. Denis, vous êtes inspiré par ce témoignage, une réaction et puis d'autres témoignages peut-être aussi. Oui, une réaction. C'est-à-dire que le développement durable, c'est effectivement, on a vu un levier de produits, un levier de compétences, mais je pense qu'il faut quand même être prudent parce que il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse. Il faut vraiment que tous ces produits soient utilisés judicieusement là où ils doivent être utilisés. Donc bien sensibiliser le consommateur, comme le disait mon voisin, mais aussi ceux qui vont mettre en œuvre ces produits. Et il le disait très justement, mettre en œuvre des produits d'isolation pour sa maison ou pour son logement en collectif, privé. Il faut aussi que tous les artisans sachent exactement comment il faut mettre en œuvre ce produit. Il ne faut pas que ça devienne des contre-références. Il ne faut pas qu'on arrive à l'effet inverse, c'est-à-dire d'avoir un produit hyper performant, mais finalement qui va générer plus de consommation parce qu'on l'aura mal mis en œuvre. Donc il faut... Je repense à l'isolation parce que quand il parlait, j'étais en train de réfléchir à ça. On a tendance à dire qu'il faut isoler son logement ancien pour faire des économies d'énergie. Mais derrière, il faut regarder aussi son chauffage où il faudra regarder un petit peu la ventilation qui va aller avec parce que sinon on risque de surisoler un bâtiment ou alors d'avoir un système de chauffage qui soit surdimensionné puisque je ne l'aurais pas changé. Donc on ne va pas forcément faire autant d'économies que ça. Donc il faut vraiment, dans le domaine du développement durable, le faire à tête reposée, bien regarder son problème, son projet et puis le travailler de A à Z avant de mettre en œuvre tous ces produits. Merci pour ce témoignage, oui, David. J'apporte juste une dernière précision. Et David Quant au fait que justement, moi je suis dans plusieurs réseaux professionnels et j'invite tous les porteurs de projets à aller voir les bureaux d'études qui sont de plus en plus concernés par les matériaux alternatifs, par les matériaux qui touchent au développement durable, qui connaissent ces produits. Beaucoup ont des acermiques qui leur permettent d'accéder aux prêts d'honneur, aux aides, d'aller voir les maîtres d'œuvre. De se renseigner au niveau des... Le crowdfunding aussi. Voilà, bien sûr, de se renseigner au niveau des sphères professionnelles. Et surtout, moi, j'envoie les gens, parce que je suis, je suis sûr de ma communication, j'envoie les gens vers les espaces info-énergie, qui sont des associations très importantes, qui font un très gros travail et qui conseillent le client sur leur projet de manière neutre. Et c'est très important de le souligner. Voilà. Trop longtemps, le développement durable était souvent caricaturé. Notamment les acteurs du commerce ont eu une image déformée du développement durable. On voit que non seulement c'est un très puissant levier de développement business, c'est un réseau de contacts qui est extrêmement rapide, où le seuil de confiance est important, et ce sont des relais technologiques, notamment sur le web, qui sont parmi les plus sophistiqués actuellement en matière de business. Donc vraiment des territoires de développement du commerce, traditionnels ou novateurs, qu'il ne faut absolument pas rater. C'est un peu ça votre analyse? Oui, bien sûr. Hein, je suis un entrepreneur, bien sûr, je ne me serais pas lancé dedans si on ne peut pas gagner sa vie. Et j'encourage tout le monde à regarder, à faire une étude de marché. Donc on parle de ça, de créer une entreprise hein, dans le développement durable. Il faut faire des études de marché, c'est très important. Prenez le temps, analysez, rencontrez les gens. Et donc moi justement, avec la boutique de gestion d'entreprise, je rencontre plusieurs... porteur de projet, justement pour... En permanence et pour travailler en réseau. Échanger, voilà. Merci beaucoup, David. Oui, juste un dernier mot sur l'imprimante 3D qui s'inscrit complètement dans cette tendance de développement durable, hein, parce que l'idée de l'imprimante 3D, c'est... la fabrication à la demande. Je casse, par exemple, le bouton qui me permet de régler la puissance de mon aspirateur. Aujourd'hui, on va me dire, ah ben, monsieur, il faut changer l'aspirateur. Donc, je vais chercher plutôt à changer le bouton. Et je pense qu'il y a des vrais leviers de croissance. Et je crois que les commerçants qui sont là aujourd'hui doivent s'en préoccuper très vite, puisque... nos parlementaires il y a tout un débat sur l'obsolescence programmée. Il n'est pas impossible que le législateur, dans sa sagesse ou pas, vienne réguler ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Donc du coup, il y aura sûrement des leviers de croissance autour de l'impression 3D. Et en sachant qu'une imprimante 3D, aujourd'hui, le premier prix est à 600 €. Donc effectivement, des évolutions à suivre. Développement durable, les 2D, nous en avions 3 à la tribune, 2 David et 1 Denis. Merci à tous les 3 pour votre retour d'expérience. Revenez quand vous voulez à la tribune de ProWest. Merci. Au revoir.